Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Bienvenue dans cette série d'épisodes sur la montée des extrêmes dans le monde, séparés en zones géographiques. Aujourd'hui, nous poursuivons cette série avec un épisode abordant le cas de l'Amérique actuelle. Nous prendrons donc en compte deux continents, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Pour traiter de ce sujet important, vous serez accompagnés par Naïmia, Charlotte, Mona, Malak et Marie. Mais avant toute chose, petite piqûre de rappel pour vous expliquer ce que l'on entend par montée des extrêmes. Pour le dire simplement, la montée des extrêmes, c'est la progression de partis politiques situés dans les extrêmes sur l'échiquier politique, que ce soit à gauche ou à droite de celui-ci. Cependant, on remarque quand même une différence notable entre les deux extrêmes. Cette différence s'applique notamment entre les principes défendus par ces derniers. L'extrême droite défend le nationalisme, le conservatisme, l'autoritarisme, le libéralisme économique, la centralisation de l'État et la défense des traditions. Au contraire, l'extrême gauche défend plutôt l'internationalisme, l'équité, le progressisme, l'anticapitalisme, un État-providence renforcé, ainsi que la lutte contre les discriminations, quitte à ce que cela soit fait de manière autoritaire. Après avoir brièvement éclairé le sujet, nous allons à présent nous interroger sur les raisons pour lesquelles on peut affirmer qu'une montée des extrêmes est aujourd'hui observable face aux bouleversements profonds que connaissent les sociétés nord- et sud-américaines. Dans un premier temps, nous identifierons les principales causes expliquant cette poussée des extrêmes sur le continent américain. Ensuite, nous nous pencherons plus en détail sur les pays les plus concernés par ce phénomène. Enfin, nous analyserons les conséquences de cette montée ainsi que les réactions qu'elle suscite. Que ce soit au sud ou au nord, actuellement les pays sont touchés par différentes crises économiques et sociales. Ces crises sont l'une des causes de la montée des extrêmes, puisque ceux-ci utilisent le populisme pour convaincre la population. Si nous parlons globalement, les pays d'Amérique souffrent d'inflation, mais aussi d'autres éléments. C'est-à-dire que le coût de la vie augmente grandement, ce qui rend compliqué de maintenir une qualité de vie pour les populations les plus pauvres. Aux États-Unis, même si le pic d'inflation le plus fort remonte à 2022, nous pouvons toujours remarquer une hausse des prix, notamment dans les domaines de l'immobilier, de la santé et de l'alimentation. Depuis le début du mandat de Donald Trump, c'est-à-dire depuis janvier 2025, les dépenses de l'État sont de moins en moins présentes dans ces domaines, ce qui participe donc à l'inflation puisque l'État n'est pas présent pour réguler les hausses de prix. Cette inflation participe aussi aux inégalités économiques, notamment entre les pauvres et les riches au sein du pays. Par exemple, d'après Hunger to Health Collaboratory, pour la deuxième moitié de 2024, 50% des pauvres détiennent environ 51 000 $, ce qui représente seulement 2,5% de la richesse totale du pays si on les réunit tous. Socialement parlant, les États-Unis, nous retrouvons différents facteurs. Nous retrouvons notamment les violences policières et armées qui touchent les écoles avec de régulières fusillades, ce qui instaure donc une tension au sein de la population. D'après Gun Violence Archives, plus de 600 fusillades ont eu lieu en 2023 seulement. Nous retrouvons aussi les discriminations et les violences raciales à travers les discriminations auprès des Africains-Américains notamment, avec des cas de violences policières réguliers, comme par exemple le cas de George Floyd, violemment tué par policiers en 2020. Finalement, aux États-Unis, on retrouve un problème social très important qui est la consommation importante de drogue. L'inégalité de l'accès aux soins, que ce soit à l'échelle individuelle entre les pauvres et les riches, mais aussi à l'échelle fédérée avec des États qui ont des prix liés à la santé qui diffèrent. Cette misère médicale pousse donc les gens dans une misère totale et certains succombent donc à la consommation de drogue. D'après la Central of Disease Control and Prevention, en 2023, 112 000 décès étaient causés par une overdose. Du côté de l'Amérique latine, nous retrouvons aussi des crises économiques et sociales actuelles. L'inflation est aussi une des causes importantes qui explique la montée des extrêmes, tout comme l'Amérique du Nord. Par exemple, le Venezuela subit actuellement de profondes crises sociales et économiques. Depuis 2017, le pays subit une hyperinflation. En effet, d'après AP News, les droits de douane excessifs imposés récemment par les États-Unis impactent grandement le pays, ce qui permet d'estimer l'inflation actuelle au Venezuela entre 180% et 200%. Cela a donc pour impact une perte massive du pouvoir d'achat pour la population. Malgré un ralentissement de cette hyperinflation depuis quelques années,
L'inflation reste l'un des facteurs les plus impactants. L'inflation donne aussi pour conséquence une pauvreté extrême de la population vénézuélienne. Entre 80% et 90% de la population serait donc en dessous du seuil de pauvreté, ce qui montre une situation économique critique du Venezuela. De plus, ce déficit économique impacte aussi les infrastructures comme les écoles, les hôpitaux, l'accès à l'électricité restreint, etc. Finalement, du point de vue social, nous retrouvons une forte violation des droits humains sur la population. Selon différentes organisations internationales, comme Amnesty International, l'état du système de santé publique est critique et aucune mesure n'est ainsi prise par le gouvernement, ce qui aggrave grandement la situation. Nous venons donc d'expliquer en bref les différents défis et crises en Amérique à travers les États-Unis et le Venezuela notamment. Cependant, un autre facteur majeur que nous devons aborder, c'est l'immigration, voire la crise migratoire que peuvent subir les pays d'Amérique, que ce soit au sud mais aussi au nord. En 2025, cette zone géographique est confrontée par des flux massifs d'immigration qui intensifient donc les crises migratoires. Et pour expliquer cette situation migratoire, nous allons donc nous baser sur deux exemples concrets, le Mexique ainsi que les États-Unis. Premièrement, le Mexique situé en Amérique centrale est une route migratoire primordiale qui est sous pression à cause d'un flux massif d'immigration. Cela pose des problèmes de nature différente. En effet, le Mexique fait face à un flux migratoire de plus en plus croissant. Les immigrés font face à des conditions de transport inhumaines, mais aussi à une violence et une pauvreté persistantes une fois arrivés au Mexique. Pour illustrer le flux migratoire croissant, nous pouvons notamment utiliser les chiffres de Médecins sans frontières, avec une forte croissance de migrants extra-continentaux provenant de l'Asie et d'Afrique, majoritairement passant donc de 17 000 migrants en 2022 à 89 000 migrants en 2024. Le chiffre a donc été multiplié par 6 en 2 ans. Rien qu'en août 2023, 82 000 migrants venant du Venezuela, de l'Équateur et d'Haïti ont traversé les frontières pour venir au Mexique. Ce flux migratoire imposant pose donc la question du respect des droits humains pour les migrants qui ne sont pas respectés et doivent traverser des frontières dans des conditions précaires voire inhumaines. Des barrières sont dressées pour dissuader. Cependant, cela n'empêche pas les migrants qui doivent donc mettre leur vie en danger en passant par des endroits sauvages et dangereux, comme par exemple la jungle de Darien, au Panama. Avec la nouvelle politique de Trump qui réprime fortement le flux migratoire, de nombreuses infrastructures pour cette immigration ont été désertées. Des pays comme le Guatemala ont envoyé des centaines de policiers pour surveiller les kilomètres de frontières qui séparent le pays d'Amérique latine et centrale. Nous venons donc de voir à travers l'exemple du Mexique la situation migratoire en Amérique centrale et latine. Nous allons maintenant brièvement expliquer cette situation en Amérique du Nord à travers le cas des États-Unis. Déjà, durant le premier mandat de Donald Trump, c'est-à-dire de 2016 à 2020, les États-Unis avaient adopté une politique migratoire très fermée, notamment à travers la construction d'une frontière matérielle entre eux et le Mexique, pour donc diminuer et mieux contrôler ce flux migratoire. Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, donc comme dit précédemment depuis janvier 2025, les États-Unis connaissent un durcissement significatif de cette politique migratoire. Si nous parlons de la situation migratoire en elle-même, d'après Pew Research Center, 14,3% de la population états-unienne était donc constituée d'immigrés en 2023. Du point de vue des politiques gouvernementales, nous venons donc de dire que celles-ci sont largement renforcées. En effet, l'administration de Trump a commencé à mettre en place des expulsions rapides sans permettre aux migrants de faire appel à leur droit à l'asile. Au cours des 5 premiers jours de son mandat, l'US Immigration and Customs Enforcement a effectué 32 809 arrestations pour motif d'expulsion. En attente de leur expulsion du territoire américain, les immigrés doivent donc subir des conditions de vie très douteuses. En effet, des centres de détention sont créés. L'administration de Trump a notamment augmenté la capacité de ces centres en atteignant 47 600 personnes en mars 2025. Les conditions de vie sont donc alarmantes avec des problèmes de surpopulation, d'accès très limité aux soins médicaux, etc. Maintenant, nous avons parlé des différents régimes dirigés par l'extrême droite et par l'extrême gauche en Amérique. On va commencer par l'extrême droite, qui connaît une progression marquante, autant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Aux États-Unis, la fameuse réélection de Donald Trump en 2024 a été un vrai tournant. Elle a renforcé une dynamique déjà amorcée en 2016 et en 2020, celle d'un durcissement des pouvoirs et d'un discours très autoritaire. On parle ici de pression sur les institutions, de politique migratoire de plus en plus radicale et d'une volonté claire de consolider le pouvoir personnel du président. Ce qui renforce aussi cette dynamique, c'est le rôle de certaines figures influentes du monde de la technologie, comme Elon Musk.
Sur X, ou Twitter, qu'il possède depuis 2022, Musk relaie régulièrement des fake news, des messages complotistes ou des discours proches de l'extrême droite tout en finançant largement le candidat conservateur. En Argentine, c'est Javier Milei qui incarne depuis 2023 cette poussée de l'extrême droite allant à l'encontre de la vague progressiste déjà en place dans le sud du continent. Cet économiste aux positions libertaires a été élu sur une promesse de rupture totale avec le système. Arborant une tronçonneuse, son style très provocateur, ses références à des figures comme Trump et ses discours anti-élite ont séduit une partie de la population qui cherchait désespérément une solution à l'inflation. Mais ceux-ci ont aussi profondément divisé le pays, engendrant de vives réactions depuis le début de son mandat. De l'autre côté du spectre politique, l'extrême gauche, elle aussi, progresse dans plusieurs régions du continent. Aux États-Unis, même si elle ne détient pas le pouvoir, la gauche radicale gagne en influence, surtout chez les jeunes et les classes populaires et immigrées. Des personnalités comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez multiplient les prises de parole, les meetings ou les campagnes de mobilisation, comme celui du 13 avril à Salt Lake City, qui a réuni plusieurs milliers de personnes autour de thèmes comme la justice sociale, la lutte contre les inégalités et la dénonciation de l'emprise de l'argent sur la politique. En Colombie, la gauche radicale est déjà au pouvoir avec Gustavo Petro, un ancien guérillero devenu président. Il incarne une volonté de changement profond, notamment par le dialogue avec les groupes armés et une politique plus sociale. Là encore, la société reste très polarisée, entre ceux qui soutiennent ce projet et ceux qui le rejettent avec force. Ces exemples montrent que la montée des extrêmes en Amérique n'est pas un phénomène isolé, mais qu'elle prend des formes différentes selon les contextes locaux et les figures politiques en présence. Elles illustrent aussi une forme de ras-le-bol des populations face aux crises actuelles. Nous allons donc maintenant étudier les différentes réformes politiques mises en place par les gouvernements de ces pays et leurs conséquences. Au cours du XXIe siècle, l'ascension de l'extrême droite aux États-Unis a donné lieu à un ensemble de réformes politiques qui ont laissé une empreinte significative sur le panorama institutionnel et social du pays. Dans le domaine de la migration, l'administration Trump a mis en place une politique répressive sans précédent. Construction du mur à la frontière mexicaine, interdiction d'entrée pour des citoyens de pays majoritairement musulmans, et surtout, séparation des enfants migrants de leurs parents dans le cadre de la politique dite de tolérance zéro. Sur le plan judiciaire, la droite radicale a consolidé son pouvoir en nommant des juges ultra-conservateurs à la Cour suprême. Cela a permis des décisions majeures comme l'abolition de l'arrêt Roe v. Wade en 2022, supprimant le droit fédéral à l'avortement. En parallèle, plusieurs États ont adopté des lois restreignant l'accès au vote, notamment pour les jeunes et les minorités, sous prétexte de garantir la sécurité électorale. Une véritable offensive idéologique a aussi été lancée contre les droits des personnes LGBTQIA+, avec l'interdiction de certains soins pour les jeunes transgenres ou encore la censure de sujets liés à la diversité sexuelle dans les écoles. Cette logique s'est étendue à l'éducation, avec la volonté d'effacer des programmes scolaires les thèmes liés au racisme systématique, à l'esclavage ou à l'histoire des minorités. Sur le plan économique, la droite radicale a défendu une ligne néolibérale. Forte baisse d'impôts pour les plus riches, protectionnisme commercial et refus de toute régulation sur les armes, malgré la hausse des violences. Enfin, fidèle à une posture climato-sceptique, elle a tourné le dos aux politiques environnementales et s'est retirée des accords de Paris. Ces réformes traduisent une vision politique autoritaire, identitaire et conservatrice qui remet en cause plusieurs fondements de la démocratie américaine. En Argentine, l'arrivée au pouvoir de Javier Milei a marqué un tournant brutal, avec un programme de réforme ultralibéral et une volonté affiché de démanteler l'État-providence. Se présentant comme le pourfendeur de la caste politique, il a engagé une réduction massive des dépenses publiques, suppression ou privatisation d'agences et d'entreprises, baisse des aides sociales, fin des subventions à l'énergie et au transport, licenciement en masse dans la fonction publique. Il a aussi proposé des mesures monétaires radicales, comme l'abandon du peso au profit du dollar et la dissolution de la Banque centrale, qu'il tient pour responsable de l'inflation. Socialement, ces réformes ont fortement fragilisé les classes populaires. À cela s'ajoute une politique hostile aux syndicats, avec des tentatives de limiter le droit de grève et de manifester. Côté culturel et éducatif, son gouvernement adopte une ligne antiféministe, révisionniste et climato-sceptique. Remise en cause des politiques d'égalité, contestation de la mémoire des crimes et de la dictature militaire et rejet des stratégies climatiques internationales. Au-delà des aspects économiques, l'extrême droite argentine cherche à imposer une nouvelle vision idéologique profondément autoritaire, individualiste et anti-système, en rupture totale avec l'héritage social du pays. Maintenant, étudions les pays d'extrême gauche ou encore de gauche progressiste. L'élection d'Hugo Chavez en 1999 a marqué l'arrivée de l'extrême gauche au Venezuela, lançant la révolution bolivarienne, un projet politique axé sur le socialisme du XXIe siècle, l'anti-impérialisme et la redistribution des richesses. Dès 1999, Chavez a orchestré une grande réforme constitutionnelle.
renforçant les pouvoirs présidentiels et introduisant des mécanismes de démocratie participative. Sur le plan économique, il a nationalisé des secteurs stratégiques comme le pétrole, l'électricité, les télécommunications et les banques, afin de récupérer la maîtrise des ressources nationales. Le financement de ces vastes programmes sociaux, les Misiones, a été assuré par la revente du pétrole, mettant l'accent sur l'accès gratuit à la santé, l'éducation, l'alphabétisation et le logement pour les plus démunis. Cependant, ces réformes ont entraîné une centralisation du pouvoir autour de la présidence, une érosion des contre-pouvoirs et une soumission progressive des médias et du système judiciaire. Après l'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro en 2013, le régime a pris un tournant autoritaire en réponse à une grave crise économique. Maduro a maintenu les politiques de contrôle des prix, de redistribution des produits de base, tout en réprimant violemment les opposants. La création d'une assemblée constituante alternative en 2017, dominée par les chavistes, a marginalisé l'Assemblée nationale. Les manifestations ont été durement réprimées, les médias indépendants censurés et des milliers d'opposants arrêtés. Bien que ce projet ait visé à réduire les inégalités et à promouvoir les classes populaires, il a progressivement évolué vers un autoritarisme sévère, aboutissant à une crise humanitaire, économique et institutionnelle marquée par l'hyperinflation et une immigration massive. L'élection de Gustavo Petro à la présidence de la Colombie en 2022 a marqué un tournant majeur, étant le premier ancien guérillero et homme de gauche à accéder à la tête d'un pays traditionnellement dominé par des gouvernements de droite. Son mandat est axé sur la justice sociale, la paix et la transition écologique. Il a proposé une réforme fiscale ambitieuse visant à augmenter l'imposition des plus riches et des grandes entreprises pour financer des mesures sociales. Il a également lancé une réforme du système de santé pour garantir un accès plus équitable, tout en s'opposant à sa privatisation. Petro a soutenu des réformes du droit du travail pour mieux protéger les employés, réduire l'insécurité et élargir les droits syndicaux. Son approche environnementale se distingue par une volonté de réduire la dépendance aux énergies fossiles, notamment le pétrole et le charbon, au profit des énergies renouvelables, ce qui est controversé dans un pays dont l'économie repose largement sur les exportations d'hydrocarbures. Sur le plan sécuritaire, il a proposé une politique de paix totale, cherchant à dialoguer non seulement avec les groupes armés traditionnels comme l'ENN, mais aussi avec des organisations criminelles, pour désarmer progressivement tous les acteurs illégaux. Ces réformes ambitieuses font face à une opposition notable du Congrès et des élites économiques, et Petro doit aussi gérer les tensions au sein de sa propre coalition. Cependant, il s'efforce d'instaurer une perspective plus inclusive et plus équitable dans un pays marqué par la violence, les inégalités et l'exclusion sociale. Malgré la montée des extrêmes, des formes de résistance et de mobilisation se sont développées dans plusieurs pays. Aux États-Unis, des mouvements comme Black Lives Matter, la marche des femmes et les marchés pour le contrôle des armes ont vu le jour pour lutter contre le racisme, la misogynie et les violences policières. Des actions judiciaires et politiques, notamment par des États progressistes et des journalistes indépendants, ont également opposé une résistance au gouvernement de Trump. Les élections intermédiaires ont aussi montré le rôle clé du scrutin comme forme de mobilisation. En Argentine, après l'élection de Javier Milei, des grèves et manifestations ont été organisées contre les réductions budgétaires et les privatisations. Les mouvements féministes et certains secteurs académiques et médiatiques ont dénoncé les politiques du gouvernement. Certaines régions ont même refusé de suivre les directives du gouvernement central, illustrant une forme de résistance fédérale. Au Venezuela, l'opposition au chavisme a donné lieu à de nombreuses protestations réprimées, mais l'opposition persiste, soutenue par des personnalités comme Léopold López et Juan Guaidó. La répression, la censure et l'exode massif ont affaibli la résistance locale, mais une forme de résistance internationale s'est manifestée par des sanctions économiques et par la reconnaissance de gouvernements alternatifs. En Colombie, l'opposition à Gustavo Petro se fait principalement par la droite conservatrice, l'oligarchie économique et certains médias. Cependant, les mouvements sociaux tels que les étudiants, les indigènes, les syndicats ou les féministes restent puissants. Ces mouvements soutiennent Petro mais n'hésitent pas à le critiquer lorsqu'il s'écarte de ses engagements. Les tribunaux et la presse jouent également un rôle important dans la régulation du pouvoir. En somme, nous avons pu voir que la montée des extrêmes en Amérique s'explique par des crises économiques, migratoires, mais aussi sociales. Que ce soit en Amérique latine, centrale ou encore du Nord, les pays souffrent d'une inflation et d'une pauvreté alarmantes, majoritairement, mais aussi d'un flux migratoire imposant, ce qui amène les États, et aussi par exemple les États-Unis, à imposer une dure politique migratoire et donc ce qui impacte notamment les droits humains des migrants. Si l'extrême droite progresse dans plusieurs pays et accède au pouvoir comme par exemple aux États-Unis, l'extrême gauche progresse elle aussi en Amérique, notamment avec la popularisation des partis d'extrême gauche. L'avenir du vaste continent que constitue l'Amérique dépendra donc de sa capacité à défendre des valeurs démocratiques mises en danger tout en répondant aux attentes sociales des citoyens. Cela lui permettra ainsi de faire face à la misère sociale et économique et donc de stopper cette popularité que les extrêmes détiennent auprès de la population. On espère que ce nouvel épisode de notre podcast vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous voulez apporter des commentaires. Sur ce, reposez-vous bien et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.